Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau cours de chimie, mol, unité de quantité de matière. Et on va commencer par la nécessité d'un changement dans ce premier paragraphe, la nécessité d'un changement d'échelle. Donc en physique, en fait, il y a deux façons, bien deux échelles d'observation de la matière. L'échelle macroscopique, c'est-à-dire l'échelle humaine du monde qui nous entoure. Donc dans cette échelle, je peux faire des mesures de grandeur physique comme la masse par exemple et le volume à l'aide d'appareils d'usage courant. Et dans le monde, ou bien l'échelle microscopique, c'est l'échelle des entités chimiques qui sont les constituants de la matière, les atomes, les ions et les molécules. Au niveau de cette échelle, on s'intéresse aux propriétés individuelles de ces particules, bien sûr qui sont invisibles à l'œil nu, et on ne peut pas utiliser les appareils d'usage courant pour faire des mesures à ce niveau. Donc commençons par l'échelle macroscopique. Les échantillons utilisés dans la vie courante sont caractérisés par leur masse ou leur volume. Ces grandeurs sont mesurées donc avec soit des instruments d'usage courant, comme balance, éprouvette, cardio, etc., soit indirectement en utilisant d'autres manières de mesure. Donc une balance pour mesurer la masse, une éprouvette pour mesurer le volume. Bien sûr, on peut mesurer d'autres grandeurs physiques. Pour faciliter le comptage d'un grand nombre d'objets identiques, donc on est toujours dans l'échelle macroscopique, on les regroupe par paquet. Donc si je considère cet échantillon d'œufs, généralement ils sont rangés par douzaines. Donc supposons par exemple dans cet échantillon, je peux avoir ici 5 douzaines, c'est-à-dire 5 paquets. Chacune de ces paquets contient 12 œufs. Donc il est plus commode et plus pratique et plus facile de calculer ici le nombre d'œufs dans l'échantillon en comptant le nombre de paquets. Donc je peux écrire que le nombre d'œufs est égal au nombre de paquets fois 12. Dans le commerce, les produits sont généralement rangés par paquets. Par exemple, les légumes et les fruits sont rangés dans des sacs ou des plateaux, comme cet exemple de pommes de terre. Les feuilles de papier sont regroupées par paquets, c'est-à-dire des rames de 500 feuilles. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Donc il est plus facile de compter le nombre de feuilles en multipliant le nombre de paquets par 500, puisqu'on a 500 feuilles par paquet. Un autre exemple, donc les produits qui sont constitués de grains, comme le riz et les lentilles, sont rangés par sac ou sachet. Donc on voit que si les constituants de notre échantillon sont petits, il devient difficile de compter donc le nombre de constituants par paquet. Donc, qu'en est-il du monde microscopique? Donc, à l'échelle microscopique, les constituants de la matière, atomes, ions, molécules, sont de masse et de volume non mesurables avec les instruments d'usage courant. Tout simplement parce qu'ils sont si petits qu'il est impossible de les dénombrer. Ils sont même invisibles à l'œil nu.
Donc, voyons un exemple. Considérons cet atome de fer, 56. Donc, un atome de fer contient 56 nucléons. On a 56 nucléons, c'est-à-dire les nucléons sont les particules qui constituent le noyau, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Donc, c'est un cours qu'on a déjà vu. La masse moyenne d'un nucléon est de 1,67 10-27 kg. Donc la masse d'un atome de fer se calcule en utilisant l'expression la masse de l'atome de fer, c'est le nombre de nucléons qu'on multiplie par la masse d'un nucléon. Donc ça va donner 9,35 10-23 grammes. Bien sûr, cette expression est utilisée en négligeant la masse des électrons, puisque c'est 1 sur 10 000 fois moins que la masse d'un nucléon, et en considérant que la masse du proton est à peu près égale à la masse du neutron. Sachant donc la masse d'un atome de fer, je peux calculer le nombre d'atomes de fer dans un kilo de 10 grammes. Si j'ai un kilo qui pèse 10 grammes, donc le nombre d'atomes dans cet échantillon, c'est-à-dire dans ce clou, c'est la masse du clou divisée par la masse d'un seul atome, et ça va donner quelque chose à peu près égal à 10 à la puissance 23. Donc on voit bien que c'est un nombre gigantesque, extrêmement grand. Si, pour montrer en fait l'immensité de ce nombre, c'est-à-dire le nombre de particules, si on pourrait compter ces atomes à rythme d'un atome par seconde, il nous faudrait un temps qui est égal à 10 à la puissance 23 secondes. Donc, je peux le calculer en années. Donc, c'est 10 à la puissance 23 divisé par 3600 pour convertir en heures, divisé par 24 pour convertir en jours, et le diviser par 365 pour le convertir en années. Donc, ça va donner 10 à la puissance 15. Ça, c'est une puissance. C'est 10 à la puissance 15, 10 à la puissance 15, voilà, donc c'est 10 à la puissance 15 ans. Donc, sachant que l'âge de l'univers est d'environ 1,5 10 à la puissance 10 ans, donc on voit bien la différence entre ce nombre d'atomes dans un clou de fer et le comparer à l'âge de l'univers. Donc je crois que il y a une très grande différence. Donc on peut conclure qu'il est impossible de dénombrer ce nombre extrêmement grand d'atomes à l'échelle microscopique. Donc, un échantillon macroscopique contient donc un nombre gigantesque d'entités chimiques. Donc, c'est la première chose. Lorsqu'un échantillon macroscopique, par exemple, ce clou de fer, c'est un échantillon macroscopique, il contient un nombre gigantesque d'entités chimiques. Dans ce cas, on a 10 à la puissance 23 atomes de fer. Or, pour faire des calculs, il faut compter les atomes, bien sûr les atomes de fer dans ce cas. Par exemple, si jamais on a une réaction chimique qui va se faire, donc la réaction se fait au niveau microscopique, mais il faut faire des calculs. Donc il faut compter les atomes, d'où nécessité d'établir un lien entre l'échelle macroscopique et l'échelle macroscopique. Donc, revenons à l'exemple du clou de fer. L'échelle macroscopique, donc, c'est un clou de fer de 10 grammes qu'on pèse à l'aide d'un appareil, d'une balance de précision.
Donc, au niveau microscopique, ce clou est formé d'un nombre gigantesque d'atomes de fer. On voit qu'ils sont bien répartis dans l'espace. Donc ça, c'est l'échelle microscopique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux propriétés en fait de ces atomes une par une. L'utilisation de très grands nombres d'entités n'étant pas aisée. Donc les chimistes effectuent un changement d'échelle et introduisent une nouvelle grandeur qui est la quantité de matière. Et son unité est la mole. Donc pour faire le lien entre cette échelle microscopique et cette échelle macroscopique, donc les physiciens et les chimistes ont fait un changement d'échelle. Donc pour faire ce changement d'échelle, on a choisi comme unité de la quantité de matière la mole. Donc la mole, c'est l'unité de la quantité de matière. Quantité de matière. Donc de la même manière, en chimie, les atomes, les molécules, les ions sont regroupés en paquets. Chacun de ces paquets de particules, donc on va retenir son nombre, c'est 6,02 10 à la puissance 23 particules. Donc on range ces petites particules dans des paquets, donc chacun de ces paquets contient 6,02 10 à la puissance 23 particules, soit donc 602 000 milliards de particules. Donc c'est de là, on va donner donc la définition de la quantité de matière d'un tel système qui est égale à une mole. Donc une mole c'est quoi? C'est un ensemble de particules, c'est-à-dire d'entités chimiques, soit d'atomes, soit d'ions, soit de molécules, dont le nombre est égal à 6,010 à la puissance 23. Donc définition d'une mole, une mole d'atomes, de molécules ou d'ions, et la quantité de matière d'un système contenant 6,02 10 à la puissance 23 atomes, molécules ou ions. Donc c'est une définition simple. Donc de la même manière qu'on réarrange par exemple les œufs en paquets, c'est-à-dire en douzaines, on range les feuilles de papier en paquets de 500. Ici on range ces petites entités chimiques, les atomes par exemple, en paquets de 6,02 10 à la puissance 23 atomes. On range les molécules en paquets de 6,02 10 à la puissance 23 molécules. Et ainsi de suite. Donc la mole, dont le symbole s'écrit MOL sans E, est l'unité de quantité de matière adaptée à notre échelle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une grandeur macroscopique. Ce nombre, 6,02 10 à la puissance 23, s'appelle le nombre d'Avogadro et on le note NA. N en majuscule, indice un grand A, un A majuscule en indice. Donc là, on va voir un peu cette constante d'Avogadro. Donc Avogadro, c'est un physicien chimiste italien donc, qui a émis une hypothèse sur la nature molécule du gaz. Donc c'est lui qui a donné cette hypothèse que deux volumes de gaz dans les mêmes conditions de température et de pression contiennent le même nombre de molécules. Donc la valeur de la constante d'Avogadro Na a été définie par convention comme étant égale au nombre d'atomes contenus dans un échantillon de 12 grammes de carbone 12. Donc, si je prends un échantillon de carbone 12 qui pèse, dont la masse est 12 grammes, alors cet échantillon contient exactement un Na atome de carbone. Donc, on peut se définir la mole, c'est-à-dire l'unité de quantité de matière, comme étant un ensemble d'atomes qui contient le même nombre d'atomes qui existent dans un échantillon
de 12 grammes de carbone 12. C'est-à-dire qu'on a pris ici le carbone comme référence pour définir la mole ou bien la constante d'Avogadro. Donc la constante d'Avogadro, c'est une constante universelle qui est égale à 6,02 10 à la puissance 23 avec l'unité qui est le mol moins 1. Donc pour conclure, donc si je prends un échantillon de carbone 12 qui pèse 12 grammes, alors ça c'est une mole de carbone. Il contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Dans un échantillon, il y a proportionnalité entre le nombre d'atomes et la quantité de matière, comme on a vu dans l'exemple des œufs, par exemple. On a écrit que grand N est égal à petit n fois 12. Donc ce 12, c'est une constante, donc c'est le nombre d'œufs par paquet, ou par douzaine. Donc, le grand N est égal à petit n fois 12. Grand N est égal à petit n fois, le grand N est égal à petit n fois 12, c'est pour les œufs, donc c'est l'exemple qu'on a vu à l'échelle macroscopique. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc ici, le grand N, c'est le nombre d'entités chimiques. Ici, c'est le nombre de paquets de ces entités chimiques, c'est-à-dire le nombre de moles, que multiplie la constante d'Avogadro. Ce sont des exemples juste pour comprendre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans le cas des œufs, on reste toujours dans l'échelle macroscopique, mais cette relation, c'est une relation qui va lier le monde microscopique au monde macroscopique. Le grand N n'a pas d'unité, il s'exprime en mol, et et la constante, et bien sûr la constante d'Avogadro, s'exprime en mol moins 1. Bien, donc, pour expliquer un peu cette relation très intéressante, donc le grand N, c'est quoi? C'est le nombre de particules, et il constitue une grandeur microscopique. Il est égal à la constante d'Avogadro que multiplie donc le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets de particules. Donc, cette grandeur, quantité de matière, ou bien nombre de moles, c'est une grandeur macroscopique, c'est-à-dire qu'on peut faire des mesures à l'échelle macroscopique. Et pour passer du monde macroscopique au monde microscopique, il suffit donc de multiplier par la constante d'Avogadro. Donc pour passer de petit n à grand N, je multiplie par la constante d'Avogadro. Et pour passer du monde microscopique au monde macroscopique, c'est l'inverse, donc je vais diviser par la constante d'Avogadro. Donc cette constante universelle qui est la constante d'Avogadro, c'est une grandeur qui va nous permettre de passer d'un monde microscopique à au monde microscopique ou l'inverse. Masse molaire. Donc la masse molaire atomique, grand M, on la note grand M d'un élément est la masse d'une mole d'atome de cet élément, c'est-à-dire de 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Il s'exprime en grammes par mole, qu'on note G.mol-1. Les valeurs des masses molaires atomiques des éléments, donc ils figurent dans la classification périodique des éléments chimiques. Donc il suffit de voir la classification périodique pour connaître la masse molaire atomique de ces. Donc ici, ce sont les masses molaires atomiques de chaque élément
fer, cobalt, nickel, cuivre. Donc pour connaître la masse molaire atomique, il suffit de voir dans la classification périodique, par exemple pour le cuivre, la masse molaire dans la classification périodique, dans cette case-là, se trouve ici par exemple en haut à droite. Exemple de calcul de la masse molaire atomique. Prenons comme exemple l'atome de cuivre. Bon, pour calculer la masse molaire atomique, les valeurs données dans la classification périodique, ils sont donnés bien sûr en tenant compte des proportions de chaque isotope dans la nature. Donc, dans un échantillon d'atomes de cuivre à l'état naturel, on trouve deux isotopes, le cuivre 63 et le cuivre 65, dont la masse atomique et l'abondance naturelle sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Donc, le cuivre 63, il existe dans la nature un pourcentage de 60,1%, et le cuivre 65 a un pourcentage de 30,9%. Donc, pour calculer la masse molaire, donc il suffit de faire le calcul, donc de faire une valeur, de calculer la valeur moyenne, c'est-à-dire 0,69 fois 63 plus 0,309 fois 65, on obtient 63,6 grammes. Masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire d'une espèce chimique, c'est la masse d'une mole de ces molécules, c'est-à-dire c'est un ensemble de 6,02 10 à la puissance 23 molécules. Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la molécule. S'exprime aussi en grammes par mole. Donc, pour calculer cette masse molaire moléculaire, il suffit de faire la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes qui constituent la molécule. Par exemple, pour l'eau, on a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et je fais la somme. Ça va donner 18 grammes par mole. Pour le saccharose, j'ai 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène, 11 atomes d'oxygène. Donc il suffit de faire la somme et ça va donner 342 grammes par mole. Une remarque. Donc la masse molaire d'un ion monoatomique, on le considère égal à la masse molaire d'un atome, de l'atome correspondant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on néglige la masse des électrons. Par exemple, la masse molaire de l'ion Na+, je le considère égal à la masse molaire de l'atome de sodium. Donc, l'ion Na+, c'est un atome qui a perdu un électron. Puisque la masse de l'électron est négligeable, donc on va considérer que la masse d'un ion est égale à la masse de l'atome correspondant. Détermination d'une quantité de matière. Relation entre quantité de matière et masse. Donc la relation entre la quantité de matière qu'on note grand M et la masse petit m d'un échantillon d'une espèce chimique donnée et la quantité de matière petit n correspondante sont reliées par la relation suivante. Donc la masse de l'échantillon, c'est la quantité de matière qu'on multiplie la masse molaire. Et on peut aussi calculer la quantité de matière en divisant la masse divisée par la masse molaire. Le M s'exprime en grammes, le N en mol et grand M en grammes par mol. Donc généralement, lorsqu'on connaît la masse, donc je calcule la quantité de matière en utilisant cette relation. Et vice versa, si je connais la quantité de matière, je peux calculer la masse de l'échantillon. Par exemple, calculer la quantité de matière N de la vitamine C, C6H8O6, contenue dans un comprimé de vitamine C qui contient 60 mg de vitamine C. Donc si je considère que chaque comprimé contient 60 mg de vitamine C, alors la quantité de matière dans un seul comprimé de vitamine C, c'est la masse du comprimé divisé par la masse molaire de la molécule de vitamine C, et ça va donner 3,4 10-4 mol. Relation entre quantité de matière et volume, donc c'est une relation qui s'utilise généralement pour les liquides. Donc le liquide
la masse d'un volume V d'un liquide, c'est la masse, c'est égal au volume fois la masse volumique. Donc, la relation N égale petit m sur grand M devient donc ρ fois V divisé par grand M. Donc, il suffit on a en fait remplacé la masse par ρ fois V. Donc, c'est la même, c'est un peu la même relation. Mais la masse d'un liquide, généralement, on le calcule à partir de son volume, qui est facile à mesurer, et de sa masse volumique. Voyons un exemple ici. Calculer la quantité de matière N d'un volume V égale 10 cm3 d'acétone liquide de formule brute C3H6O et de masse volumique ρ 0,79 g par cm3 et de masse moléculaire 58 g par mol. 58 g par mol. Donc N, il suffit de remplacer dans l'expression donc la masse volumique fois le volume. Il faut faire attention bien sûr ici, il faut faire attention aux unités. Ça va donner 0,14 mol. Donc pour les unités, donc le N est en mol, le ρ en grammes par centimètre cube, en grammes par centimètre cube. Le volume doit s'exprimer en centimètre cube ou bien en millilitres. Et la masse molaire, bien sûr, c'est grammes par mol. Donc juste, il faut faire attention aux homogénéités des unités utilisées. Donc je vais effacer tout ça. Bon, on passe au paragraphe suivant, volume molaire des gaz. Donc, dans cette photo, on voit différentes espèces chimiques, soit à l'état liquide, soit à l'état solide. Donc, on peut remarquer que leur masse et leur volume respectifs ne sont pas les mêmes. Donc, ça diffère d'une espèce à l'autre. Donc, pour les solides et les liquides, on a ici une mole de chaque espèce, c'est-à-dire 6,02 10 à la puissance 23 molécules ou bien ions dans chaque espèce. Donc, pour les solides et les liquides, une mole de quantité de matière d'espèces chimiques différentes ne présente ni le même volume ni la même masse. On va voir pour les gaz que c'est différent. Pour les faibles pressions, le nombre d'entités chimiques dans les gaz est proportionnel au volume occupé par le gaz, quelle que soit sa nature. Volume molaire de gaz. Loi d'Avogadro ampère. Donc, à température et pression donnée, le volume occupé par une mole de gaz est indépendant de la nature du gaz. Ce volume est appelé volume molaire et on le note V, indice petit m, et s'exprime en litres par mol. C'est-à-dire à 0 degré Celsius et en atmosphère, ce volume vaut 22,4 litres par mol. Donc, si j'ai des gaz différents, ici j'ai des gaz différents, le diazote, le dioxygène et l'hélium, une mole de chaque échantillon, on a une mole de gaz. Leur masse sont 28 grammes pour le diazote, 32 grammes pour le dioxygène et 4 grammes pour l'hélium. Bien sûr, sous les mêmes conditions de température ou de pression, le volume occupé par chaque gaz est le même, c'est 22,4 litres. Donc, c'est ça la loi d'Avogadro ampère. À 20 degrés et sous une pression en atmosphère, ce volume vaut 24 litres par mol. Bien sûr, si la température augmente, le volume, les gaz se dilatent, donc le volume augmente et devient 24 litres par mol. Quantité de matière et volume d'un gaz. Donc, pour déterminer la quantité de matière à partir d'un volume V d'un gaz, donc le petit n est égal au volume du gaz divisé par le volume molaire.
avec comme unité le mol pour la quantité de matière, le litre pour le volume, et le litre mol moins 1 pour le volume molaire, puisque le volume molaire, c'est une constante qui donne le volume d'une mole selon les conditions de température et de pression. Donc, un exemple, calculer la quantité de matière contenue dans 10 litres de dioxygène gaz à 20 degrés Celsius et sous la pression dans l'atmosphère. Donc, il suffit de remplacer dans l'expression de la quantité de matière. Donc, on écrit que la quantité de matière du gaz O2, c'est le volume d'oxygène divisé par le volume molaire. Donc, le volume d'oxygène, c'est 10 litres, c'est-à-dire le volume occupé par le gaz. Et ça va nous donner 0,42 mol. Donc, je vous remercie. C'est la fin de notre cours. Merci pour votre attention.